Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Alors une émission des experts un peu particulière. On va parler d'informations de la semaine, bien sûr, d'informations en général. Et puis en plus, j'ai une co-présentatrice. Bonjour. Alors au menu, on va parler de l'écologie, de social et de mobilité. Donc c'est un beau cocktail. On aura quatre experts pour analyser et mettre sur le grill 2 invités. Parmi ces experts, nous aurons donc Yves Kengen, qui est journaliste punk. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On aura aussi Stéphanie Meyer, qui est rédactrice en chef adjointe de BX1. Bonjour. Et puis à ses côtés, Arnaud Larivière du collectif Extérieur Jour, notre partenaire. Bonjour. Bonjour. Et également du collectif Extérieur Jour, Anne-Lise Souquet. Bonjour à vous. Bonjour. Alors il faut préciser que cette émission est exceptionnelle des experts, puisqu'on l'a fait avec le collectif Extérieur Jour. C'est quoi Extérieur Jour ? Donc Extérieur Jour, en fait, c'est un collectif et de vidéastes. Donc en fait, on choisit ensemble un sujet qu'on va traiter. On fait une recherche, on s'informe, on trouve un peu qui on a envie d'interviewer, etc. Et ensuite, donc, on crée ce documentaire qui est ensuite diffusé sur BX1. Alors le premier thème choisi, justement par l'équipe d'Extérieur Jour, c'est l'écologie dans son sens social. L'écologie et les oubliés de l'écologie et des mesures écologiques. Ceux qui n'auront peut-être pas les moyens d'en assumer les mesures. Tout ça avec une vidéo que vous avez réalisée, Alice. Oui, donc on a créé cette vidéo en collectif, comme toujours. Et donc il y avait pour ce projet, il y avait donc Elias, Arnaud, Aline, Nicolas, Salvador et moi-même. Et donc voilà, on a créé cette petite capsule vidéo pour illustrer le sujet. Donc. On le regarde. Je vais à présent passer aux grands enjeux de la campagne. Premièrement, les véhicules de plus de 3,5 tonnes polluent beaucoup trop. Il faut donc les supprimer des routes. Dorénavant, toutes les marchandises seront uniquement acheminées par rail. Ensuite, suite à l'impact de l'industrie du textile sur l'environnement, une taxe sera appliquée sur toutes les ventes des enseignes de fast fashion. Seules les marques remplissant les critères de commerce équitable et éthique pourront entrer sur le marché librement. Par ailleurs, les élevages intensifs seront interdits. Seuls les producteurs de viande locaux, respectueux de l'environnement et de l'animal subsisteront. Madame la bourgmestre souhaite que tous les élevages intensifs deviennent des élevages de viande bio et non médicalement assistée. Évidemment, la viande bio éthique, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, c'est pour la nourriture, on peut quand même se le permettre. Enfin, pour terminer, les produits issus des grands industriels ne seront plus commercialisés. L'industrie de l'agroalimentaire est amenée à devenir bio, éthique et bien entendu local. Alors Yves Kengen, est-ce qu'on oublie certaines classes populaires et les étudiants dans ces mesures écologiques possibles et probables ? Je pense que la réponse est ni oui ni non. Voilà, il était marqué vrai ou faux. Je pense qu'il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. C'est vrai que les mesures, par exemple, en faveur de la voiture électrique, favorisent uniquement les gens qui ont un pouvoir d'achat considérable et va obliger, si on poursuit dans cette voie, les personnes qui ont épargné longtemps pour s'offrir un petit diesel bien économique vont être les grands perdants de l'affaire. Si on prend l'alimentation, par contre, c'est vrai qu'il est clair que les maladies qui sont liées à une mauvaise alimentation, je pense au diabète, à l'obésité, etc., touchent principalement les économiquement faibles. Par contre, je pense que les économiquement faibles ont tendance à très mal choisir les produits qu'ils achètent et qu'ils mangent. On a parlé de la viande. Je pense que personne n'a besoin de manger de la viande tous les jours et qu'on peut se passer de viande un jour sur deux et acheter de la meilleure viande. Vous voulez dire.
ça pourrait les aider à mieux choisir leurs aliments. Ça pourrait les aider à choisir des aliments de meilleure qualité, mais pour ça, il faut qu'ils les connaissent. On dit toujours que le bio est plus cher. C'est pas vraiment... il y a des magasins où on peut acheter des légumes et des produits bio au même prix que partout, mais il faut faire un peu de recherche, il faut avoir la volonté de chercher et de ne pas se contenter d'acheter de la bouffe industrielle pleine d'additifs extrêmement nocifs. Stéphanie, un avis sur le sujet? Mais je trouve cette vidéo très intéressante parce qu'autour de la table, il manque quand même quelques personnes. C'est les personnes qui bénéficient de ces mesures. Donc les gens qui s'occupent du rail, de vêtements éthiques, de nourriture bio, eux qui gagneraient par ces mesures-là. Et là où je trouve que la vidéo est intéressante, c'est qu'elle montre un peu le réflexe qu'on a tous. C'est quand il y a une nouvelle mesure qui arrive, on voit d'abord ce qu'on perd dans l'immédiat, alors que ce qu'on gagne, c'est souvent à plus long terme parce qu'on est dans une phase de transition. Et pour répondre à la question là, est-ce que les personnes les plus défavorisées sont victimes? Quand on est dans une phase de transition, on n'a pas toujours les ressources pour assumer cette partie transition-là. Et donc, c'est là que la phase d'entre-deux est plus compliquée, d'où l'importance d'éléments d'accompagnement, de subsides, pour aider ces populations-là. Alors, et vous, Arnaud Larivière, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est vrai, parce que je ne pourrais pas manger bio tous les jours en achetant bio, c'est un peu cher. Même si tout n'est pas super cher en bio. Vous avez comparé les prix? On l'a fait. Dans le cadre de cette vidéo, oui. Oui. Et oui. L'autre avis? Ouais, effectivement, c'est la question qu'on s'est posée quand on a réalisé la vidéo. Moi, je suis assez de ton avis aussi. Je pense que c'est quand même vrai. Et ce que vous dites aussi est intéressant. Parce qu'en fait, c'est peut-être un changement qui prend plus de temps que ça. Et en attendant, pendant la transition, il y a quand même des personnes qui vont être lésées. Et je trouve que c'est une réflexion intéressante à avoir aussi, de se dire qu'il y a quand même des gens pour qui ça va être compliqué d'adopter ce mode de vie, en fait. Eh bien, on va voir qui seront les gagnants, qui seront les perdants. On va poser les questions à nos deux invités du jour. Donc on a avec nous Thomas Angler, secrétaire général du mouvement ouvrier chrétien Le MOC Bruxelles. Bonjour. On a également Grégoire Chapelle, directeur général d'Actiris. Bonjour. Bon midi. Et peut-être juste avant de parler d'écologie, Grégoire Chapelle, j'ai une question pour vous. Parce que d'habitude, on reçoit des invités politiques. Ici, on ne parle pas de politique, mais vous êtes quand même, j'ai lu que vous étiez candidat à un autre poste. Vous vouliez diriger le pouvoir organisateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire que l'emploi ne vous intéresse plus ? Non, ça veut dire que j'étais intéressé, mais depuis des décisions sont tombées, donc je sais que je n'irai pas. J'étais intéressé par un gigantesque défi en amont de l'emploi, le défi d'accompagner une profession magnifique, la profession d'enseignant. Et donc WBE, Wallonie-Bruxelles Enseignement, c'est l'enseignement organisé par la communauté française. C'est une équipe de 30 000 enseignants qui peut tirer vers le haut 200 000 élèves par an, et j'avais envie de pouvoir soutenir ces équipes éducatives sur le terrain. Pas trop déçu de rester chez Actiris ? Non, certainement pas, parce que je ne fuyais pas Actiris. J'avais envie d'aller relever un autre défi, mais j'adore Actiris, j'adore mon métier. Et puis, comme je l'ai écrit à l'équipe d'Actiris, ma fille, une fois que j'avais le résultat de l'examen, m'a dit « Mais papa, tu n'as rien perdu, la seule chose, c'est que tu as appris. » Et donc, en effet, j'ai beaucoup appris. Et voyant tous les défis à relever chez Wallonie-Bruxelles Enseignement, ça me donne un nouveau regard sur Actiris. Et donc, je suis très content d'être à nouveau au service des fournisseurs de solutions d'Actiris. On reparlera d'emploi tout à l'heure dans le courant de l'émission. Mais d'abord, un petit mot sur l'écologie. On va poser d'abord la question à Thomas Angler là-dessus. Qu'avez-vous pensé de ce questionnement sur ce que l'on peut dépenser, ce qu'on a les moyens de dépenser en fonction de mesures écologiques ? Je pense qu'il y a deux choses à dire. Je pense que la première, c'est qu'évidemment, l'enjeu social de la transition écologique, c'est un enjeu fondamental et qui est très peu réfléchi aujourd'hui et sur lequel il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que la vidéo, elle est intéressante parce qu'elle met en relation la question de la consommation qu'on nous présente énormément et qui est problématique de ce point de vue-là parce qu'en fait, elle met la responsabilité chez l'individu. Et donc, elle fait porter souvent aux plus faibles le poids le plus lourd parce que le même poids apporté par des individus qui ont plus de capacité sera plus difficile à porter quand on a moins on parlait de faire des courses dans un magasin bio. C'est vrai qu'on peut chercher,
mais il faut le temps pour chercher, il faut le temps pour faire le tour des magasins. Ceux qui ont les métiers les plus précaires, qui en ont parfois 2, qui ont beaucoup d'enfants, qui n'ont pas les sous pour avoir une aide ménagère, etc., c'est plus difficile. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait le lien entre la question de la consommation et les gens comme travailleurs, comme producteurs. Et ça, je pense que c'est là qu'est la vraie question aujourd'hui, c'est que la façon dont on produit la richesse, la façon dont on la divise, et je pense que la question écologique, elle doit être pensée là. Et parce que la question écologique, elle peut être pensée, et on peut faire de l'argent en faisant de l'écologie, il y a des gens qui font beaucoup d'argent en faisant de l'écologie, et là on reproduit les inégalités, on reproduit les choses qui ne vont pas par ailleurs dans notre monde, où on saisit la crise écologique pour poser les questions de fond, reposer la question démocratiquement et donc en donnant le plus de place à ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est ici, mais ce n'est pas seulement ici, c'est aussi les peuples dans le Sud qui, eux, portent les responsabilités, les conséquences de la question écologique, alors qu'ils n'en sont pas du tout la cause. Et quelle solution vous proposeriez ? Donc je pense qu'au niveau belge, aujourd'hui, c'est la question d'un plan d'investissement public qui porterait cette question-là au fond de la façon dont on fonctionne. Peut-être que Grégoire a quelque chose à dire. Grégoire Chapelle, à la même question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Moi, d'abord, il m'a manqué beaucoup de choses dans la vidéo. Il m'a manqué le diagnostic parce que la vidéo part d'un donné. Et il y a une partie du donné qui n'est pas abordée, c'est les impacts sur la vie des gens en termes d'inégalité environnementale. Donc bien sûr, il y a des oubliés de l'écologie, mais les plus fragiles sont ceux aussi qui ont le plus de conséquences en termes de santé, en termes d'inégalité d'espérance de vie. On sait quand on a moins de moyens, on vit dans des quartiers plus défavorisés, donc on a les conséquences de la pollution sonore, de la pollution industrielle, on a une moins bonne alimentation, on a une espérance de vie plus courte. Donc j'aurais, dans les oubliés de l'écologie, certes, mais en fait ce sont surtout les plus fragiles et les moins favorisés qui sont les victimes de l'écologie, parce que les autres peuvent s'en sortir grâce à leur pouvoir d'achat. Et alors en termes de solutions, je voyais chacun qui réfléchissait à son addition à la fin du mois. Il faudrait aussi penser aux revenus. Et donc, il y a peut-être d'autres billets, c'est-à-dire le moyen fiscal. Il faut utiliser l'outil fiscal pour redistribuer les revenus. Il y a des écarts salariaux énormes dans notre société. Eh bien, moi, ma position, c'est taxons ceux qui ont les moyens, que les forts, ceux qui sont capables, puissent pouvoir contribuer de façon plus importante pour qu'on puisse soutenir ce qui fait la qualité de vie. Alors, il faut évidemment veiller à ce que chacun ait accès à une qualité de vie, mais plutôt que de s'inquiéter des mesures environnementales, moi j'irais plutôt utiliser l'outil fiscal pour que chacun contribue à une qualité de vie pour tous. Stéphanie, une réaction ? Oui, il y a encore un élément dans la vidéo où on parlait des obligations, mais on ne parlait pas du tout de tout ce qui est soutien, une série de subsides et d'éléments qui est comme ça. Alors, il y a des choses qui sont en place et ce qui serait intéressant de voir avec le gouvernement actuel, c'est qu'il y a une volonté de pousser les gens à isoler, à rénover leur habitation. Une obligation même de leur imposer cela, mais il y a des soutiens par rapport à ça et ces subsides, il en existe déjà, subsides aux économies d'énergie et à la rénovation, mais c'est pas toujours évident de comprendre comment ça marche. À la rénovation, il faut faire la demande a priori, pour les soutiens à l'énergie, c'est la demande a posteriori, et donc pour des gens qui ne sont pas vraiment... qui ne maîtrisent pas toutes ces arcanes-là, il y a toute une question d'accompagnement qui doit se faire. Donc parfois, les aides sont là pour tout un public, mais simplement, ils n'en ont pas connaissance, ils n'en ont pas la maîtrise et ne savent pas en profiter. Donc il y a un effet d'aubaine plutôt pour des gens qui ont plus de moyens. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Yves Kengen ? Oui, au-delà de la question de ce que pourraient faire les gouvernements et des décisions ou des lois qui pourraient être prises, il y a la question de l'information de la population et je crois qu'en termes de sensibilisation à l'écologie ou au développement durable de façon plus générale, ça doit commencer à l'école et il y a vraiment une nécessité de l'enseignement, de s'emparer de ces matières et de les mettre au programme. Arnaud, on a mis un peu en cause votre reportage, là. Oui. Défendez-vous. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que quand j'étais à l'école, moi, on ne m'a jamais parlé de tous ces trucs-là. Donc maintenant, quand on m'en parle, je suis là, mais ça existe depuis quand, ces choses-là ? Vous avez quel âge, Arnaud ? J'ai 20 ans. Oui. Donc ça veut dire qu'on en parle depuis pas très longtemps, c'est ça en fait. Oui. C'est votre avis aussi, Anne-Lise ? Oui, tout à fait. Pour ma part, j'ai 23 ans et de nouveau, on m'en a jamais parlé à l'école et je pense que ce serait important d'en parler aux plus jeunes en fait, parce que c'est peut-être très jeune que ça commence, donc c'est important.
Peut-être on peut revenir, Alice, sur ce point, sur le diesel par exemple. Yves Kengen en parlait tout à l'heure. Une question quand même sur le diesel. Là, en 2030, c'est fini. 2035, moteur thermique terminé à Bruxelles. Là, qu'est-ce qu'il faut faire en termes pour aider ce qu'on appelle quand même les oubliés de l'écologie, tout en n'oubliant pas les oubliés de la non-écologie? Mais d'abord, je vais répondre encore sur le problème. Pour soutenir les mesures qui sont prises, François Perle, qui est directeur à l'INAMI, cite souvent le chiffre de 2000 morts par an à Bruxelles à cause des émissions de gaz d'échappement des voitures, de NOx. Et donc évidemment, c'est des choses où notre cerveau humain n'est pas préparé pour identifier le problème parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'arrive pas à faire le lien entre un pot d'échappement et un petit garçon qui se prend un sarcome quelques mois ou quelques années plus tard. Donc d'abord, je vais rappeler que dans les oubliés de l'écologie, il y a tous les oubliés parce qu'on n'a pas pris les mesures suffisamment fortes. Et puis en termes de solutions, voilà, moi je défends les mesures radicales qui sont proposées. Moi je défends la gratuité de l'accès au transport en commun. On voit que Calais vient de s'y mettre après Dunkerque. Ils ont constaté plus 70% d'utilisation des transports en commun. Mais ça pour moi c'est une mesure que collectivement on devrait assumer. Alors ça pose des tas de soucis derrière parce qu'il faut que le réseau soit capable d'absorber tous ceux qui vont rentrer. C'est intéressant. Donc, moi je ne fais pas de politique, je défends ce que je crois juste. Non, je n'en fais plus. Voilà, si ça vous rassure, je ne fais plus de politique. Nulle part, je n'ai pas de mandat. Oui, ça c'est une conviction. Donc j'ai des convictions sociétales. Oui. Mais donc ce que je pense juste pour Bruxelles, je le défendrai. C'est là que je ne suis pas là pour défendre le programme d'un parti. Je défends ce que je pense juste. Et donc oui, je pense que c'est vers là qu'on va aller, même si c'est extrêmement difficile en termes de capacité d'absorption. Mais en parlant des plus défavorisés, si vous entendez les témoignages de Dunkerque ou les témoignages de Calais, voilà, les gens disent là j'ai un déclic, j'ai un transport gratuit, et c'est ce qui m'a donné envie de laisser la voiture à la maison ou d'employer d'autres moyens de transport. Votre avis, Thomas Angler, là-dessus, sur cette problématique de mobilité? Oui, je pense que ce qu'il faut, c'est des transports publics qui soient réellement accessibles à tous, qui soient disponibles et qui soient pensés pour répondre vraiment aux besoins de la population bruxelloise au sens large et donc pas seulement limité à la région, parce qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est tous les gens qui viennent travailler à Bruxelles et qui n'ont pas vraiment d'autres alternatives que de prendre la voiture. On parle du RER depuis... donc je pense que ce dont on a besoin, c'est un investissement public important et qui ne soit pas seulement du transport de masse, mais qui soit vraiment de penser la mobilité sur les centres urbains, de permettre aux gens de se déplacer et pas seulement d'aller de la périphérie vers le centre, de la maison vers le travail, qui est parfois un peu la façon dont les choses sont faites aujourd'hui. Vous faites parfaitement le lien entre le sujet écologie et le sujet suivant, Alice. Oui, donc pour le sujet suivant, nous allons parler de la mobilité. Donc, dans la semaine mobilité, une équipe de BX1 a pu s'intéresser à un acteur important de la mobilité douce. Ce sont les trottinettes DOT. Reportage Marie-Noël Dinan. Tel un chirurgien, ce mécanicien démonte le cœur d'une trottinette retirée du circuit. Je suis occupé en fait à faire un reboot de l'unité centrale d'une trottinette en fait. C'est parce qu'il a du mal à être repéré, alors je dois remettre le système à jour. C'est dans cet entrepôt proche de Tour et Taxi que sont rechargées les 2500 trottinettes de DOT. L'opérateur franco-néerlandais fait aujourd'hui 1 an de présence à Bruxelles et la plupart de ces engins sont là depuis le début. Alors que chez certains concurrents, la durée de vie d'une trottinette électrique ne dépasse pas 4 mois. Aujourd'hui, notre façon de faire avec des salariés, des gens qui travaillent en interne et qui sont partie de nos équipes, nous permet d'avoir une certaine maîtrise sur ce sujet-là et de faire en sorte qu'on ait un taux de perte qui soit environ 2% par mois. Donc seulement 2% de nos trottinettes qui disparaissent et tout le reste est réparé et réutilisé. Réutiliser, recycler et tenter de diminuer l'impact environnemental de la trottinette, c'est le défi des opérateurs aujourd'hui. Une étude récente réalisée à Paris par Arcadis évalue l'empreinte carbone des trottinettes en moyenne sur son cycle de vie aussi important que celle de la voiture individuelle partagée et plus encore que les transports publics. Un impact que DOT espère contrer, même si pour l'heure, ces trottinettes sont fabriquées en Chine. Elles consomment de l'énergie électrique et 100% renouvelable. Nous opérons au maximum, on est en train de passer aux véhicules totalement électriques. Déjà à Paris, la quasi-totalité de nos opérations sont faites avec des véhicules électriques. L'enlèvement des trottinettes le soir ? Exactement. Avec cette volonté de se déployer de manière responsable, DOT est actuellement présent dans 12 communes sur 19.
Prochain objectif, Gansoren et à terme, l'ensemble de notre région. Voilà, donc Stéphanie, peut-être une réaction par rapport à ces images? Oui, ce qui est intéressant dans ce reportage-là, c'est qu'on voit que l'entreprise, elle communique sur la durabilité. Durabilité au niveau écologique, mais durabilité au niveau de l'emploi. Et donc, c'est assez important pour comprendre cet argument, un tout petit rétroacte ici en 4 étapes. Donc, on a dit longtemps, n'entravez pas la voiture tant qu'il n'y a pas une alternative qui est crédible. Et le vélo n'apparaissait pas comme tel. Et puis, est apparu le vélo et la trottinette électrique. C'était pas mis en place par les pouvoirs publics, mais par des sociétés privées. Et donc, ça a changé complètement la donne. Il y a eu un gros boom. Et en plus, les gens se disaient, c'est chouette, c'est écologique. Troisième temps, on se rend compte, là, on le voit dans ce reportage-là, que c'est pas si écologique de ça, parce que ça consomme de l'électricité. Comment est produite cette électricité? La production des trottinettes se fait souvent très loin, en Chine. Il y a la question du vandalisme, du nombre de pertes qui est énorme, et donc on se rend compte que là, il y a un problème aussi. Et puis côté emploi, on a vu des emplois un peu parallèles se déployer, comme ce qu'on appelle les juicers, c'est les gars qui vont chercher les trottinettes le soir et qui sont payés en fonction du nombre de batteries qui sont rechargées. Donc, qui sont des emplois précaires. Donc, on est dans ce troisième temps, on se rend compte que c'est pas si vert et si top que ça. Et donc, ici, cette communication arrive à ce moment-là dans un cas de contexte de concurrence entre les différents opérateurs de trottinettes. Et ici, il est important, ils disent, tiens, on va jouer sur ces cartes-là pour se remettre sur le devant de la scène comme un opérateur qui est plus propre que les autres et donc qui peut être plus durable que les autres. Donc, c'est intéressant de recadrer ça comme ça. Alors, Thomas Anglais, est-ce que vous pensez que ce style de mobilité va perdurer ou bien ça va finalement un petit peu disparaître? Parce que finalement, on en voit peut-être un peu de moins en moins maintenant. Et il y a beaucoup de sociétés qui quittent aussi Bruxelles, de sociétés privées qui font de la mobilité douce. Mais donc, je pense qu'on est là au cœur de la question de la mobilité pour la ville qu'on veut. Et donc, ce genre de modèle-là, c'est le capitalisme vert. Alors ici, on a l'impression qu'on a une société qui est peut-être un peu moins trash que Uber ou les autres sociétés. Mais on a quand même quelque chose qui s'appuie en général sur du travail précaire ou mal payé, qui est peu écologique parce qu'on ne parle pas des batteries qu'il faut remplacer tous les X et qui sont ultra polluantes, et qui par ailleurs, en fait, la question de la mobilité d'un point de vue écologique et social n'est pas du tout posée. Ce qu'ils veulent faire, c'est du profit. La preuve, c'est que la majorité de ces sociétés ne sont pas présentes dans les communes du croissant pauvre bruxellois, et que par ailleurs, en fait, les trajets en trottinette vont avoir tendance à remplacer des trajets à pied ou en bus plutôt que des trajets qu'on aurait fait en voiture. Et vous trouvez qu'il faut, ça doit être les pouvoirs publics qui doivent assurer la mobilité douce ou la mobilité du dernier kilomètre, comme on l'appelle? Je pense en tous les cas que c'est le rôle de la collectivité de réfléchir à quelles sont les solutions utiles pour répondre aux besoins, et je parle bien des besoins et pas des profits, et que d'ailleurs il faut un encadrement au-delà de toutes les questions sociales et écologiques. Tout le monde aujourd'hui a déjà eu ce problème de se retrouver 15 trottinettes devant le passage pour piétons à la sortie du bus ou un peu moins maintenant, hein. Un peu moins parce qu'il y en a moins, mais en attendant ça reste un gène et ça montre que il y a un côté où ça ne correspond pas à l'idée de penser la mobilité, de la réfléchir socialement, écologiquement pour qu'elle soit juste et accessible à tous. Elle n'est pas accessible aux gens qui ont besoin d'une mobilité douce. Yves Kenguel, on était un peu pris par surprise par ces trottinettes, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas quand elles ont déboulé. Hein. Non, personne n'y avait pensé. Hein. Non, c'est une invasion, mais comme je voudrais rebondir sur ce que disait Thomas Anglais. C'est que ce ne sont pas des anciens automobilistes qui prennent les trottinettes. Hein. Donc c'est un manque à gagner pour les transports en commun. Donc je ne suis pas sûr que ça apporte réellement une solution à la mobilité dans Bruxelles. Et alors il y a un autre élément concernant les trottinettes, et je pense que je l'ai déjà évoqué ici, mais je voudrais revenir dessus parce que c'est quand même important, c'est la question des assurances. Et les personnes qui louent des trottinettes ne sont pas assurées. Et je pense que la plupart ne s'imaginent même pas qu'elles ne sont pas assurées. Ça veut dire que s'ils provoquent un accident, que par exemple ils font un blessé ou même un mort, ils vont devoir payer toute leur vie. Donc je ne saurais trop conseiller aux utilisateurs de trottinettes de souscrire une assurance spécifique. Alors Grégoire Chapelle, est-ce que vous allez défendre les trottinettes? Non, malheureusement, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Ce qui m'inquiète, c'est toujours le conflit non géré entre les besoins des individus et les besoins de la collectivité. Et donc je partage ce que Thomas Anglais a dit. On aurait mais besoin... pourquoi on n'arrive pas à devancer ça?
Si on reprend l'exemple de la trottinette ou même des vélos électriques, c'est d'abord le privé qui s'est installé. Et chaque fois, le public vient un peu après. Alors moi, ça ne me dérange pas que le privé s'installe en premier, qu'il fasse un peu la mouche du coche et qu'il mette la pression sur les services publics. Par contre, quand le temps est un petit peu trop long, je trouve ça plus inquiétant. Et donc, on a vu ce qui se passe avec l'introduction du vélo électrique. On a l'impression qu'on arrive très très en retard. Oui. On a du mal à lancer le service également. Donc voilà, je trouve que c'est la vraie question. C'est comment faire pour que nos services publics, nos services à la collectivité soient plus performants, soient plus rapides, soient plus efficaces pour répondre aux besoins du collectif. Alors je voudrais entendre l'avis des experts d'Extérieur Jour, parce que là c'est un sujet choisi par la rédaction de BX1. Et qu'est-ce que vous pensez de ces problématiques de mobilité? Est-ce que vous voyez d'un bon œil ces vélos électriques et ces trottinettes électriques, en tout cas de leur manière dont elles fonctionnent aujourd'hui? Arnaud? Alors moi non, pas vraiment. Je trouve ça super dangereux pour ceux qui utilisent ces trottinettes et pour les piétons aussi, parce que je vois souvent des trottinettes sur les trottoirs parce qu'ils ont peur d'aller sur la route ou je sais pas pourquoi et je trouve ça super dangereux. Parce qu'ils ont peur que ce soit dangereux pour eux sur la route. Mais du coup c'est dangereux pour les piétons. Mais c'est dangereux sur le trottoir effectivement. Et vous, Anne-Lise? Ouais, du même avis aussi. Puis je crois que c'est quand même, y avait la notion d'accessibilité, ça a un coût quand même et je ne suis pas sûre que ce soit la méthode la plus pratique en fait pour se déplacer en ville. Stéphanie Meillet, encore un mot. Je voudrais réagir sur une petite chose. Quand on dit ça ne remplace pas un automobiliste, je pense qu'ici le concept c'est pas ça, c'est d'être plutôt dans une logique de multimodalité et donc de pouvoir combiner ça avec d'autres choses et de permettre peut-être d'autres déplacements. Je pense que c'est plutôt dans cette optique-là à l'avenir qu'on essaie de développer la région. Et que ça aura peut-être sa place. Très bien, mais c'est bien, si les experts arrivent à se mettre d'accord, tant mieux. Alors on passe à notre autre rubrique tête d'affiche. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par vous, Thomas Engler. Et on vous propose Kobe Bryant, le champion de basket décédé dans un accident d'hélicoptère le week-end dernier, Billie Eilish, la jeune chanteuse américaine qui monte, honorée aux États-Unis, Julian Assange, le liqueur honoré à Bruxelles par le Palais des Académies, ou Sané Dja, la boxeuse honorée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son école de boxe. Alors qui choisissez-vous, Thomas Engler, Kobe Bryant, Billie Eilish, Julian Assange, Sané Dja? Pardon, Alice, je vous ai pris la parole. Oui. Je dirais Julian Assange. Je pense en bien et en mal. Je pense qu'il a d'abord mis en avant quand même une question fondamentale à notre époque qui est la transparence de l'information et sa manipulation qui est aujourd'hui aussi utilisée par des gens pour la manipuler, mais et par ailleurs sur toute une histoire de viol impuni et qui pose quand même aussi problème et qui est une question fondamentale dans notre société. Pour lequel il a été relaxé. Pour lequel il a été relaxé, en effet. Ouais. Alors... oui, pour vous, Grégoire Chapelle, nous vous proposons Delphine Boel, enfin reconnue par son père biologique, Robbie Rensenbrink. C'est dur. Robbie Rensenbrink. C'est dur. Robbie Rensenbrink, donc l'icône anderlechtoise décédée le week-end dernier. Yuval Noah Hariri, grand scientifique israélien honoré à la VUB, ou Henri PFR, l'artiste qui lance un festival au profit de l'UNICEF. Eh bien, je vais sans doute vous surprendre, mais je vais choisir Delphine Boel. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'en termes de trajectoire individuelle, où on est tous à la recherche de notre identité, voir quelqu'un dont la persévérance porte ses fruits, c'est-à-dire qui se bat pour se voir reconnu, et en même temps forcer quelqu'un d'autre à assumer ses responsabilités, c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve ça en même temps tragique de voir sa vie privée exposée comme ça dans les médias, et donc je ressens beaucoup d'empathie pour sa démarche, et c'est quelque chose qui m'a très humainement réjoui cette semaine. Alors 5 infos, on va voir si parmi celles-ci, il y en a qui vous ont ravi, réjoui, voire énervé dans certains cas, et vous allez nous expliquer pourquoi. Donc il y a le Brexit, ce n'est qu'un au revoir, le coronavirus, la Chine est en quarantaine, Boucher et Koons prolongés d'une semaine,
il y a le plan de paix de Trump pour le Proche-Orient et les retards de paiement au CPAS de Schaerbeek. Alors on commence par Thomas peut-être, Thomas Angler. Moi, le plan de paix au Moyen-Orient de Trump, ça m'a solidement énervé. Pourquoi ? Je pense que c'est une honte ce qu'on fait subir au peuple palestinien. Je pense que rien ne peut justifier le déni des droits de l'homme les plus essentiels de la Convention de Genève et le silence de la communauté internationale sur ce qui se passe en Palestine est tragique vraiment. Et ce qu'est en train de faire Trump, c'est pas clair s'il essaye de déclencher une nouvelle guerre ou simplement de gagner des points pour les élections à venir, mais c'est tout sauf un plan de paix. Mais il faut un plan de paix ? Je pense qu'il faut cesser l'occupation de la Palestine et je pense que est-ce qu'il faut la paix aussi ? Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de plans de paix sur la table. Mais sans justice, celui-là, bon, effectivement, est un peu particulier. Sans justice, il n'y a pas de paix. Donc, ce qu'il faut, c'est la justice. Et si vous faites la justice en Palestine, si vous respectez le droit international, il y aura la paix. Alors, vous, Grégoire Chapelle, vous devez en choisir un autre. Parmi ces 5-là, oui. Je dirais la prolongation d'une semaine de Boucher et de Kounz, pas tellement pour l'anecdote d'une semaine de plus dans la constitution du gouvernement fédéral, mais pour l'inquiétude que ça me suscite pour l'avenir de notre démocratie. Ça ne se passe pas que en Belgique. Dans toute l'Europe, on a de plus en plus de mal à trouver les consensus pour créer des gouvernements démocratiquement représentatifs capables de relever les défis que nous devons relever. Et donc ça me désespère quand on parle du défi social, quand on parle du défi écologique, quand on parle du sens au travail, et puis que je vois un tel écart entre ce qui sont nos besoins, nos vrais défis, et puis une sorte de marais de la pensée où on n'arrive pas à créer ce gouvernement fédéral. Alors de nouveau, je ne juge pas les acteurs. Je constate que collectivement, notre système démocratique ne parvient pas à produire quelque chose de clair. Et donc je suis très inquiet des conséquences parce que je crois au compromis, je crois aux nuances. Et donc je crains que tout cela ne nous mène aux élections. Je crains que ça ne renforce les extrêmes. Et donc ça ne me rassure pas pour notre avenir. Est-ce qu'il faudrait que les partis en général, le Parti socialiste peut-être en particulier, mais le parti en général ait moins d'exclusives et accepte peut-être de trouver des compromis ? Non, je ne le pense pas, parce que je pense que quand on se présente aux élections avec un programme clair, si c'est pour faire exactement l'inverse, est-ce que vous n'êtes pas contradictoire là, en appelant au compromis ? Alors, ce que je dis, c'est que je suis inquiet par cette prolongation. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des choix qui soient faits. Mais je ne pense pas qu'on doit se présenter face aux électeurs, aller en débat démocratique. Et puis, comme l'a dit Charles Michel, après les élections, oui, mais enfin, nous, on n'est pas des naïfs, on est des pragmatiques, on est des adultes. Et donc, on va faire les compromis. Mais ce que j'entends derrière ça, c'est on va faire l'inverse de ce qu'on a dit en campagne électorale. Ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour radicaliser les gens et que les gens aillent voter dans un extrême ou dans un autre. Donc non, de nouveau, je pense qu'on doit être cohérent avec ce que l'on a présenté en campagne électorale. Simplement, je constate le blocage et je m'inquiète parce que je ne vois pas de. Est-ce qu'il y a moyen de rester cohérent pour tous les partis, pas seulement le PS, mais aussi le CDNV, la NVA, le MR. C'est possible d'être cohérent et tout en faisant des compromis? J'ai l'impression que vous écoutez, ça n'a pas l'air possible. Je crois que c'est très difficile et donc je crains qu'on retourne aux élections, ce qui sur le plan démocratique est tout à fait correct, sauf que j'ai peur, je ne dis pas ça souvent, d'habitude je suis un optimiste, mais j'ai peur des résultats que ces élections que je vois arriver à l'horizon vont donner. Alors autre chose qui nous fait peur depuis maintenant quelques années, c'est le Brexit. Vous ne l'avez pas choisi, mais nous le choisissons pour vous. Et il y a eu notamment mercredi soir, c'était au Parlement européen, il y a eu les eurodéputés qui ont chanté Ce n'est qu'un au revoir. On a quelques images et vous entendez la chanson, qui est une vieille chanson écossaise. Voilà, On Land Sign, et que tout le monde a chanté. Ils avaient tous les paroles et donc ils ont pu chanter ça tous ensemble. Ça, c'est la fin du chant au sein du Parlement européen. C'était mercredi soir. Vous avez partagé l'émotion de tous ces parlementaires, vous, Thomas Angler? Ou pour vous, vous dites bon débarras? Je pense que la question de Brexit est une question compliquée, mais qu'elle montre en partie
les faiblesses du projet européen. Moi, j'ai grandi dans l'idée que l'Europe, c'était cette grande solidarité entre les peuples, que c'était un projet commun. Et je pense que la dynamique récente, en particulier depuis la crise de 2010, a montré que c'était aussi tout autre chose. Et donc que... vous comprenez Boris Johnson alors? Non, je pense que Boris Johnson manipule une colère populaire légitime pour des objectifs qui ne sont pas les siens et qui utilisent et nourrit des sentiments xénophobes, voire ouvertement racistes, pour mener une politique socio-économique de droite et refermer, reconnecter la Grande-Bretagne aux États-Unis plutôt qu'à l'Union européenne. Je pense que d'un point de vue général, la situation actuelle, elle mène à une situation très mauvaise pour les Européens et pour les Britanniques. Mais je pense que l'Union européenne et ses institutions portent une responsabilité très importante dans le fait qu'on en est arrivé là. Vous êtes pessimiste, vous aussi, Grégoire Chapelle, sur les suites de ce Brexit? Alors, je ne sais pas si c'est le Brexit... je ne sais pas si le Brexit est une cause d'inquiétude ou si c'est le symptôme d'une inquiétude plus globale. Moi, mon analyse, c'est que quand on compare l'Union européenne, par exemple, aux États-Unis, on constate que les budgets qui sont mis en commun sont dérisoires. Le budget européen, c'est moins d'1% du PIB. Il faut regarder le budget fédéral américain, on est à du 14%. Donc ça veut dire qu'on a des moyens pour avoir de la solidarité. Et que ce qui m'inquiète, c'est la mise en concurrence fiscale, sociale, environnementale des États entre eux. Et c'est cette incapacité qu'ont les États européens à nous tirer tous vers le haut et à voir quels sont les défis communs que nous devons relever ensemble. Et donc, je crois que c'est cette situation qui supprime des ressources aux États, donc aux collectivités, parce que peu importe que ce soit des États, qui ont mené à une situation d'inégalité, qui génère une colère, et, entre autres en Grande-Bretagne, qui provoque cette peur de l'Europe et cette crainte de l'Europe. Et donc, moi, je crois que c'est un grand malentendu entre les peuples victimes de la progression des inégalités et la solution qui devrait être européenne. Et donc, mon seul espoir, c'est qu'on réussisse à en quelques États, construire une solidarité sur le plan fiscal et quelque chose de plus ambitieux. Et donc, dans ce sens-là, a priori, que la Grande-Bretagne soit en dehors du jeu, c'est plus facile, mais malheureusement, il y a d'autres obstacles sur la route, donc ça ne suffira pas. Merci. Parlons travail à présent, Alice. Oui, donc y a-t-il d'autres raisons qui nous poussent à travailler? C'est la question qu'on s'est posée avec le collectif Extérieur Jour. Et on a donc créé un petit clip vidéo qu'on va vous laisser découvrir. En 2017, un sondage sur le bonheur au travail place la Belgique en avant-dernière position du classement international avec 65,2% de personnes épanouies dans leur job. Mon taf, il me fait chier. Pourquoi tu fais ça alors? Bah, j'ai pas le choix. Et si t'avais le choix, tu ferais quoi? Imagine que tout le monde touche le revenu universel. C'est une utopie. Il suffirait que nos dirigeants le veuillent et le décident. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucun risque d'échouer? Quelque chose qui me plairait. Genre, pourquoi pas au collectif Extérieur Jour? Ou alors un truc où je me sentirais utile. À la SPA, auprès des personnes âgées, ou artistes. En 2016, la Finlande a tenté la solution d'un revenu de base cumulable avec d'autres jobs. Il a montré un plus grand entrain des bénéficiaires à travailler, mais le gouvernement l'a suspendu, décrétant que sa généralisation creuserait le déficit budgétaire de 5%. Faut-il pour autant renoncer à une société où le travail fait sens ? Arnaud, une réaction sur ces images? Moi, pareil, tout à l'heure je parlais de l'école, c'est pareil là, quand on arrive à l'école, on nous dit tu dois étudier, tu dois faire des études pour gagner de l'argent. On ne dit pas que tu vas faire des études pour faire quelque chose qui te plaît. On nous dit que tu dois faire des études pour gagner de l'argent et vivre. Et c'est... Je trouve ça pas concevable pour moi. Anne-Lise? Ouais, un peu pareil que Arnaud.
Pour moi, la grosse question, c'est l'épanouissement, en fait. Quel sens on donne au travail qu'on fait chaque jour? Est-ce qu'on le fait uniquement parce qu'on a besoin de vivre et besoin de payer son loyer et besoin de nourrir ses enfants si on en a? Ou est-ce qu'on le fait parce que concrètement, ce qu'on est en train de faire, ça nous plaît et qu'on est vraiment épanoui dans ce qu'on fait? Et je pense qu'on gagnerait tellement plus à ce que tout le monde soit parfaitement épanoui dans son travail plutôt que tout le monde soit parfaitement productif dans son travail. On pourrait peut-être demander à nos deux invités pourquoi vous travaillez. Grégoire Chapelle, pourquoi vous travaillez, vous? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Bien sûr, je travaille parce que j'ai envie de contribuer à construire un monde plus juste, que je ne supporte pas le monde tel qu'il est, avec ses inégalités, avec ses souffrances, avec les discriminations. Et donc c'est ça qui me motive. Et donc dans le sens, par rapport à la toute première question que vous m'avez posée, être directeur d'Acteris, c'est une chance incroyable et j'ai tous les jours une gratitude d'être au service d'une équipe qui vient en aide aux personnes qui ont du mal à trouver un emploi. Mais alors si je peux, parce qu'il y a ma petite personne, mais il y a aussi chaque humain. Et en fait, ce que les sociologues du travail nous montrent, c'est que l'argent n'est pas le premier moteur. Peut-être parce qu'il faut avoir un minimum, mais dès qu'on commence à travailler, ce qui motive les gens, c'est d'abord le sentiment d'autonomie, c'est de se sentir indépendant, c'est de s'inscrire dans un collectif de travail, donc c'est de créer des liens, d'avoir d'autres personnes avec lesquelles on crée des liens au jour le jour, c'est d'avoir un impact, c'est d'avoir du sens, et puis ensuite c'est d'apprendre, c'est d'être dans un environnement où je peux être stimulé et où je peux me sentir progresser. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, la question du revenu universel, je la prends avec prudence, je n'y suis pas opposé, mais elle ne répond pas à toutes les autres questions. Le revenu universel ne répond pas au fait de me sentir autonome, ne répond pas à s'inscrire dans un collectif. C'est uniquement l'aspect financier. Et donc il y a d'autres questions certainement à se poser autour de ça. Et vous, Thomas Angler, est-ce que vous savez pourquoi vous travaillez? Alors évidemment, comme tout le monde, je travaille parce que je dois gagner ma vie, mais c'est vrai que j'ai la chance de faire un travail qui correspond à ma vision du monde. Et là, je vais dire un peu la même chose que Grégoire, c'est que j'aime pas le monde tel qu'il est. Je pense qu'on devrait pouvoir être libre de travailler dans le sens de contribuer à la société de façon utile et en accord avec ses valeurs. Je pense malheureusement que dans notre société, c'est très rarement le cas. Et je pense en fait que notre société promet beaucoup, met en valeur l'idée de connaissance, de créativité, de flexibilité, dans cette idée de liberté, mais en fait l'emploi qu'on propose à nos jeunes aujourd'hui, il utilise cette envie pour mettre les gens dans des situations de précarité, avec des contrats qui sont instables, qui sont souvent mal payés, avec l'idée, et c'est souvent le piège du revenu universel, c'est de dire, et c'est ce que j'entendais un peu dans l'exemple finlandais, de dire on va vous donner un revenu en plus du travail. Et donc ça amène quand même aussi un peu l'idée que vous pouvez travailler, y compris à plein temps, mais en fait ne pas gagner suffisamment pour vivre. Et ça, c'est déjà la situation de certaines personnes qui doivent avoir deux boulots et qui arrivent même comme ça, pas à nouer les deux bouts. Et donc, je pense que le débat sur le travail et sur reprendre le contrôle du travail, c'est le cœur de ce qui a fait le mouvement ouvrier. Les travailleurs, ils se sont organisés autour de cette idée-là. Reconquérir le temps de travail, pouvoir utiliser notre temps librement, ne pas travailler 14 heures par jour, etc. Ça, c'est au cœur de la question. Ça, c'est ce que moi, je fais et c'est pour ça que je travaille. Stéphanie Meyer, une réaction? Oui, je trouve aussi qu'il y a un peu une évolution dans le rapport qu'on a au travail. Avant, on demande toujours aux enfants qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, quel est le travail que tu feras. Mais en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus sur des carrières multiples. Avant, les sexagénaires d'aujourd'hui, ils sont rentrés dans une entreprise pour un job qu'ils ont fait toute leur vie. Aujourd'hui, non seulement on change d'entreprise, mais en plus, on a tendance à avoir envie de changer de fonction. Alors on parle souvent de la crise de la quarantaine. À 40 ans, on a un repositionnement en se disant « mais ce dont je rêvais ou les valeurs fondamentales que j'avais quand j'avais 18 ans, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui, mes besoins sont plus les mêmes. » Et à ce moment-là, c'est compliqué de se repositionner parce que on a souvent, pas toujours, mais parfois une charge de famille, parfois un logement à payer, ce genre de choses-là. Et c'est là que pour l'instant, la société peut-être manque encore d'outils à mettre en place pour aider les gens à se repositionner, parce qu'il faut travailler jusqu'à 67 ans quand même. Si on a encore 27 ans à tirer, à subir, c'est difficile. Des expériences, ça existe. Où on peut travailler 4/5e, par exemple. Oui, donc il y a... Cette semaine, là, on en a parlé. Oui, donc là, ça c'est autre chose. C'est pas un repositionnement, mais c'est par exemple Saint-Just qui lance le 4/5e temps avec la totalité de son salaire pour son personnel les plus âgés.
Donc ça, c'est une expérience qui est lancée. C'est pas l'allocation universelle, mais enfin, on rentre quand même dans ce côté d'un salaire qui est garanti. Nous, on est allé voir du côté d'Anderlecht, qui a lancé ça en octobre 2018. Donc ça fait plus d'une année qu'ils l'ont mis en place. Ils ont mis ça pour 200 personnes qui ont plus de 50 ans. Ça leur a permis d'engager 32 jeunes pour compenser, mais ça coûte quand même 750 000 € par an. Donc la conséquence de ça, c'est... Ils rêvaient de l'étendre à un public plus large dans l'administration, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que c'est fort coûteux. Donc ici, on n'est même pas sur une allocation universelle, mais on est sur une mesure plus ponctuelle. Mais donc là, on est dans un boulot à 4/5e qui permet aussi aux gens de récupérer du temps pour soi, de ne pas être dans du 14h où on arrive et on mange devant la télé parce qu'on est juste épuisé le soir. Grégoire Chapet. Je voudrais aussi réagir parce que vous nous avez tous les deux posé la question de pourquoi nous travaillons, mais on fait évidemment partie des privilégiés. Vous avez de la chance. Non seulement on a un emploi rémunéré correctement, mais on a un emploi qui a du sens. Et donc je ne voudrais pas évacuer la situation de tous les travailleurs et les travailleuses peu qualifiés qui sont dans des jobs précaires, où là aussi il y a une responsabilité collective. On a des outils, l'inspection du travail, ça existe. On a vu ce qui est passé récemment avec Deliveroo, où un collectif de travailleurs de Deliveroo s'est mobilisé, a essayé de résister, a proposé de travailler avec la coopérative Smart, s'est fait écarter sur injonction de la multinationale, a introduit les recours qu'il fallait devant les tribunaux du travail. L'auditorat du travail s'est saisi du dossier et on voit que leur modèle est menacé, c'est-à-dire un modèle où on est un travailleur qui peut être éjecté avec un pouce, c'est-à-dire que l'employeur peut vous dire je n'envoie plus de commandes, donc on ne parle plus de préavis, de licenciement, est quand même remis en cause. Donc il y a moyen de se mobiliser. Et donc le sens au travail, tel que nous on l'a abordé, c'est évidemment très important, mais il y a aussi les conditions minimum de travail pour ne pas être dans des systèmes d'exploitation qui nous font penser au 19e siècle. Est-ce que vous imaginez, je pose la question à Arnaud et Anne-Lise, une société sans travail? Est-ce que vous imaginez, vous, ne jamais travailler de votre vie, Arnaud? Mais j'aime pas le terme travailler, déjà, je trouve ça... C'est comme si on te dit t'es un esclave, tu travailles, pour moi. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais... Quoi, c'est comme si ça donne l'impression de ne pas exister dans la vie Je préfère qu'on dise qu'est-ce que tu fais, juste qu'est-ce que tu fais, quoi, dans la vie. Pas c'est quoi ton travail. Mais est-ce qu'il y a moyen de se débrouiller, même psychologiquement, en se disant, là, je ne fais pas un travail, mais je fais ce que je veux pendant mon temps, toute la journée. Je pense qu'il faut voir ce qu'on entend par travail, parce que peut-être qu'on n'a pas tous la même définition, mais si on entend par travail le fait que ce soit laborieux, effectivement, ce serait chouette que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie, ou en tout cas quelque chose qui l'épanouit et qui lui plaît, et qui ne soit pas quelque chose de dur à faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent cet aspect-là dans la définition du travail. Et qui fera le travail dur, alors? Est-ce que tout le monde a envie, ou est-ce que tout le monde a envie d'un travail simple et pas trop pénible? Non, peut-être pas. Voilà, il y a peut-être des gens pour qui c'est la vocation. Ce qui pour moi est dur, peut-être que pour quelqu'un c'est quelque chose d'épanouissant. Je crois qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire, je pense qu'il y a très très peu d'entreprises qui se préoccupent de savoir si les travailleurs sont heureux au travail et ils voient les choses en termes uniquement de rentabilité financière. Il existe pourtant des exemples, et l'exemple le plus souvent cité, c'est celui de cette société qui fabrique le Gore-Tex. Vous connaissez tous le Gore-Tex, où chaque travailleur est responsable de son propre travail, il est responsable de son secteur, il peut prendre des décisions, ces décisions sont prises collégialement avec ses collègues et avec d'autres départements, et ces sociétés, les gens vivent très heureux dedans, et il est prouvé que ça augmente la rentabilité de l'entreprise. Donc si on pouvait expliquer ça à la plupart des chefs d'entreprise, il y aurait peut-être un créneau à creuser pour faire en sorte que les gens soient plus heureux et plus épanouis dans leur travail. Une petite question pour le directeur d'Acteris. Est-ce que quand il y a des annonces, est-ce qu'il y a moyen de rajouter des paillettes dans la vie laborieuse par rapport à une annonce où on propose un travail peut-être dur et pénible? Est-ce qu'il y a moyen de donner un peu de côté sexy à un job, ou bien c'est difficile ça? C'est ce que certaines entreprises essayent de faire. Mais en même temps, la réalité du travail, elle percole toujours. Donc il faut faire confiance à l'intelligence collective et à l'information qui circule. Vous avez beau essayer de survendre les conditions de travail, on pose 3 questions, on se renseigne, on a accès à l'information, comme je le disais tout à l'heure, avec son smartphone. Donc ça sort très vite. Par contre,
on nous parle souvent des métiers en pénurie, en disant oui, il y a des conditions de travail, on ne trouve pas les bons profils, et alors on culpabilise les chercheurs d'emploi et on nous fait croire qu'il suffit de se former pour trouver un emploi, et on parle très rarement des conditions de travail. Des conditions de travail et de la rémunération. Et ça, pour moi, dans le travail, il y a aussi la question de la rémunération. Alors, j'ai dit au début de l'émission, j'ai dit tout à l'heure qu'on travaille pour avoir du sens, pour s'inscrire dans le collectif, mais il y a quand même moyen de compenser la pénibilité d'un travail par un revenu. Et moi, j'aime beaucoup un économiste anglais, mais je ne reviens plus sur son nom, qui disait, regardez, si on arrêtait pendant une semaine un certain type de fonction dans la société, et regardez leur niveau de rémunération. Regardez si pendant une semaine, on arrête le ramassage des poubelles, ou si pendant une semaine, on arrête de recevoir les enfants à l'école. Eh bien, on voit tout de suite les conséquences. Et pourtant, les niveaux de rémunération des personnes qui exercent ces tâches essentielles pour nous sont les plus bas. Moi, si on arrête mon travail une semaine, même si on arrête le travail de Thomas, ça va, la société va continuer à vivre. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai débat à mener. Comment se fait-il que la chose la plus précieuse au monde, nos enfants, qu'on confie 8 heures par jour, quand ils sont tout petits, à des puéricultrices ou à des instituteurs, institutrices, soient des postes aussi peu rémunérés. Mieux payer les travaux, notamment pénibles. Et ça, ce sont des débats sociétaux que je trouve qu'on devrait avoir plus souvent. À présent, on va passer à nos coups de cœur. Donc Yves Kengun, pour vous, donc c'est un concert. Un concert de blues avec Marc Lelang, que beaucoup connaissent, qui se déroulera donc le 6 février, je crois que c'est mercredi prochain, au Booze and Blues, rue des Riches-Clairs, numéro 20, à Bruxelles. Alors Marc Lelang, grand amoureux du blues, fidèle entre tous à ce style de musique, et il est vraiment très attachant, je trouve, parce qu'il a d'abord un humour complètement décalé, et puis aussi c'est un vrai héritier de la grande tradition du blues, des bluesmen noirs américains, qu'on appelle le blues presque primitif, avant qu'il s'électrise, notamment à Chicago. Et il représente vraiment une encyclopédie du blues, et je pense que pour tous ceux qui aiment ça, c'est un concert à ne pas manquer. C'est jeudi 6 février. Ah, c'est jeudi alors, c'est jeudi. Jeudi. Pour vous, Stéphanie Meyer, c'est un livre? Oui, c'est Partir chez soi. C'est un petit livre qui résume le périple de Sébastien Defoe. C'est un Bruxellois en fait qui donc habite Bruxelles et qui a décidé de partir de chez lui sac à dos pendant 1 mois. Et donc il commence son périple dans la forêt de Soignes. Il va dormir au pied d'un arbre et puis après il va dormir chez l'habitant, chez des bonnes sœurs. Enfin voilà. Il ne sait pas trop où il va. Cette expérience, finalement, l'amène à changer son regard sur la ville, à changer son rapport à la ville. On est dans notre train-train, boulot, métro, dodo tous les jours. Et bien là, on prend un autre rythme. Il ne sait pas où il va, il erre. Il se pose pas mal de questions, du coup, sur son quotidien, sur son travail, sur ce train-train. Et finalement, il va découvrir que l'important, c'est parfois de changer de regard sur sa vie et pas de changer sa vie en tant que telle. Moi, je trouvais que ce message était pas mal. Arnaud, lui, il pense à notre soirée de ce samedi, d'aujourd'hui. Vous allez nous parler des Magritte du cinéma. Oui, où Benoît Poelvoort, il sera nominé. J'adore Benoît Poelvoort. Oui, mais qui va gagner? C'est ça qui nous intéresse. On sait aussi que c'est Pascal Duquesne qui est président, qu'il y aura Monica Bellucci, il y a du beau monde. Le cinéma, ça vous fascine, vous, Arnaud? C'est ce que je veux faire plus tard. Ah oui. Et comme quoi? Comme comédien ou comme réalisateur? Comme réalisateur. Derrière la caméra. Mais pas comme travail. Mais pas comme travail. Voilà. Non, pas comme travail. Comme occupation. Comme occupation, oui. Voilà. Alors à vous, Anne-Lise, à présent, vous voulez parler de concerts organisés tous les mois à Bruxelles. Ouais, ça s'appelle les 50 Sessions et en fait c'est une soirée par mois de concerts où ils réunissent en fait un artiste belge et un artiste étranger sur la même scène pour un concert, et ils font aussi venir un artiste par soirée de street art qui vient faire une œuvre et qui est, je crois, a remporté d'ailleurs à la fin de la soirée. Et voilà, c'est de très chouettes concerts où je vais régulièrement. Et ça se passe où? Ça dépend, il y a plusieurs lieux, mais là en ce moment je crois que c'est surtout à la Bourse. À la Bourse, et donc voilà. Le prochain concert a lieu en ce mois de février, c'est ça. Il n'y a pas encore la date, mais il suffit d'aller sur Facebook. Oui, c'est ça. Mais ça tombera fin février normalement. Tout à fait. Nos invités ont aussi droit à leur coup de cœur. Alors Thomas, pour vous, c'est un film? Oui, donc j'ai choisi Les Misérables, qui est au cinéma actuellement, et qui est un film pour moi qui est vraiment excellent, qui m'a rappelé La haine, qui pour ma génération était un film vraiment important et qui est en même temps
c'est un portrait subtil et un avertissement, et en même temps c'est un message d'espoir dans la jeunesse qui questionne et remet devant ses responsabilités la société qui l'entoure et tous les aspects de cette société. Je pense que il pose des questions fondamentales, même si c'est dans le contexte français, pour nous tous et toutes. Vous voulez aussi parler d'un film ? Alors oui, c'est bizarre parce que je vais vous parler d'un film que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai très envie de voir. Mon ami Nader Rekik m'a invité à la première du film Woman de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova. Donc après Human, ils font Woman. Ce sont des portraits de femmes qui ont été interviewées dans le monde entier. Et c'est l'occasion d'essayer de mieux comprendre quelle est la spécificité de la vie d'une femme. Et pour le pro-féministe que je suis, c'est-à-dire pour l'homme blanc héritier de millénaires de domination masculine, de millénaires de domination blanche, ça m'intéresse très très fort. Ça a l'air d'être quelque chose de très émouvant aussi. Et donc je me réjouis de voir ce film qui va sortir en salle à partir du 11 mars. Alors maintenant j'ai un scoop, on va vous présenter le générique de la nouvelle émission qui remplace Coup de pouce, celle donc qui s'appelle Extérieur Jour, et on en parle avec Alice juste après. Alors c'est quand la prochaine émission de Coup de pouce ? La prochaine émission d'Extérieur Jour. D'Extérieur Jour, oui. J'y arriverai. C'est juste le nom qui a changé. Le projet est le même, et donc ce sera le 23 février. Ça portera sur le glanage alimentaire. Voilà. Très bien, merci à tous, invités et chroniqueurs, et tous les gens d'Extérieur Jour qui nous ont aidés à monter cette émission. Ils se retrouvent avec une émission bien plus habituelle la semaine prochaine. Au revoir, bon week-end.